Il est inutile de vouloir isoler son ennemi ou le tenir à distance, car rien n'est plus efficace et profitable que de vivre à ses côtés afin de pouvoir observer ses secrets les plus intimes. Extrait du manuel de guerre almaricien. L'Alliance n'a pas toujours compté 7 provinces. Au départ de cette coalition, la Perlande, cette petite bande de terre qui s'étire au pied des monts de l'Espérance, constituait la 8e province. Hélas, lorsque Théobald Ier, son roi autoproclamé d'alors, avait refusé d'envoyer ses soldats combattre les barbares de l'Est, préférant garder ses garnisons pour protéger sa frontière personnelle, la Perlande fut tout bonnement écartée et dut apprendre à se débrouiller par elle-même. Depuis son palais isolé face aux montagnes, Théobald IV observait les rapaces qui tournoyaient juste au-dessus des pics enneigés qui dessinaient la frontière entre la Perlande et les plaines orientales. Il rajusta la ceinture de sa toge, ce qui fit trembler les médailles accrochées sur son poitrail. Lissant d'une main ses noires moustaches huilées, il se tourna vers l'homme qui venait d'entrer dans ses appartements. « Allons, Messnoz, tu m'affirmes que les impériaux ont décidé de jouer un mauvais tour à l'Alliance et qu'ils vont rouvrir les fouilles des ruines antiques ? Voilà qui est intéressant, très intéressant. » « C'est cela, monseigneur, et la nouvelle, pour ce que j'en sais, a l'air d'affoler les baronnies. Il n'y a guère que le califat qui semble indifférent. Sa délégation a quitté le conseil sans traîner. »« Ah ah ah, je savais qu'Umnarsen était un homme éclairé, dit Théobald en gloussant. » Nerveusement, le monarque esquissa quelques petits pas chassés pour marquer son contentement. Joignant les mains, en prenant garde de ne pas cogner ses bagues multicolores, il sourit à son espion. Puis, roulant ses gros yeux verts, il ajouta « Nous allons pouvoir passer à la phase suivante, Messnoz. Cet hiver qui vient commence à me plaire. » Le roi sourit à pleines dents en invitant son espion à le suivre jusque dans les escaliers qui descendaient au sous-sol de ses appartements. Pénétrant une crypte fraîche, il alluma une lampe à huile, puis s'avança jusque devant un présentoir sur lequel reposait, sur un coussin de soie flanqué de carreaux multicolores, une couronne. Théobald se pencha avec cérémonie, et lorsque ses yeux furent à hauteur du précieux objet qui luisait devant la lampe à huile, il reprit la parole. « Tu es sûr que les dignitaires du trirème ne se sont aperçus de rien ? » « Plus que sûr, mon bon monarque, la couronne que j'ai subtilisée a été remplacée par une copie fidèle. Vous-même ne seriez pas en mesure de faire la différence, tant les deux sont semblables en tout point. »« Oublie mon flair légendaire quand il s'agit d'authentifier un artefact, » s'écria le roi, sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Enfin, c'est une façon de parler, monseigneur, » bredouilla Messnoz, comprenant qu'il avait commis une bévue. Bien sûr que votre Altesse, grâce à ses étonnantes capacités, ne se laisserait pas tromper aussi facilement. Tu parles trop, Messnoz, surtout pour un espion. Prends garde, nul n'est irremplaçable parmi mes sujets, et même si tes services me sont précieux, je pourrais apprendre à m'en passer. Reculant de quelques mètres, le roi posa ses mains sur sa taille, le regard dans le vide, et émit un long soupir. « Cette femme dont tu m'as parlé, penses-tu qu'elle sera réellement à la hauteur ? » « J'en suis certain, monseigneur. Ses capacités sont étonnantes. C'est d'ailleurs cela qui lui a valu le mépris et la haine que lui vouent tous les habitants de son village d'origine. Leur dénonciation pour sorcellerie lui vaut de croupir dans l'un des cachots des prêtres d'Osmoran. Ces derniers ne tolèrent aucun manquement, et la pratique de la sorcellerie est sévèrement punie, selon les tablettes d'Irvan Carlotte. Bien, bien. Dans ce cas, tu vas partir au plus vite pour la libérer. Tu peux emporter autant de limiers que tu juges nécessaire pour la réussite de l'opération. Le temps presse, et il nous faut des réponses avant l'arrivée des archéologues et de l'inquisiteur. Le roi s'approcha alors d'une commode en acajou et ouvrit un tiroir dérobé. Il en sortit une broche d'argent en forme d'éléphant et la tendit à Messnoz. « N'oublie pas de déposer cela dans le cachot. En trouvant ce bijou qui a appartenu à une noble dame du califat d'Ankoé, les prêtres n'auront aucun doute quant à l'auteur de cette évasion. »« Astucieux, monseigneur, » couina l'espion en plissant les yeux pour admirer la broche. « Brillant, tu veux dire, Messnoz, » rétorqua le monarque en levant le bras, comme s'il s'apprêtait à gifler son interlocuteur. « J'ai passé l'âge d'être astucieux depuis des années.
C'est ce que je voulais dire, monseigneur, brillantissime même. Allez, file, avant que je m'énerve pour de bon. » L'espion fila sur la pointe des pieds, en prenant soin de ne pas tourner le dos à Théobald, un sourire emprunté, figé sur son visage cireux. Ingvald approchait des ruines à la tête d'une colonne de vadrouilleurs. Tous les membres de la section portaient le même accoutrement. Des plastrons renforcés et des longues bottes de cuir racornies qui leur montaient jusqu'aux genoux. À l'arrière du convoi, 2 lézards géants étaient enchaînés et fermaient la marche. Les pattes des reptiles pachydermiques s'enfonçaient copieusement dans le sable froid et laissaient des empreintes profondes. Devant, un long chariot était chargé de bacs énormes qui débordaient de sable. Avisant un groupe de cavaliers enturbanés qui s'approchaient depuis la ligne d'horizon, Ingvald leva le bras pour faire stopper la colonne qui mit quelques mètres à réagir. « Les cavaliers d'Umnarsen approchent. Nous allons les attendre ici même, » murmura Ingvald au petit homme qui se trouvait à ses côtés. « Ils ne s'opposeront pas, Ingvald, n'ayez crainte. Pour eux, la disparition des salles exhumées est une assurance de sérénité et de tranquillité. Le calife est un homme présomptueux, mais je doute qu'il désire se frotter à l'inquisiteur et ses soldats, d'autant que l'émissaire a pris soin de ne pas préciser leur nombre. Puisses-tu dire vrai, Énocle ? Sur ce terrain, je ne donne pas cher de notre petite colonne face aux cavaliers du désert. Sors donc les sauve-conduits, on ne sait jamais. » Le petit homme passa une main sous son plastron de cuir et agita une liasse de paperasse toute fripée. Au même instant, une rafale de vent balaya le décor tout autour de la colonne. Une profusion de sable se souleva, obscurcissant la vue d'Ingvald et de ses hommes. La plupart des vadrouilleurs du trirème durent se cramponner aux rênes de leurs chevaux pour ne pas être projetés au sol par la violence du vent. Lorsque le calme revint, les cavaliers du calife avaient disparu. Plus aucune silhouette ne se découpait sur la ligne d'horizon. « Je n'aime pas cela » s'écria Ingvald. « Quel vilain tour sont-ils en train de nous jouer ?»« Ils ont peut-être tout simplement fait demi-tour » lâcha Énocle sur un ton qui se voulait rassurant. « C'est bien ce que je dis. Si tel est le cas, c'est qu'une tempête se prépare. Donne l'ordre à la colonne de presser le pas de manière à pouvoir atteindre les premières ruines avant le déluge. » Énocle s'écarta pour passer brailler des ordres parmi les hommes, et aussitôt la colonne se mit en route à toute allure. Les fantassins qui fermaient la marche et encadraient les lézards firent s'abattre sur les écailles des malheureux pachydermes une pluie soutenue de coups de lance. Leurs beuglements redoublèrent et les reptiles changèrent brusquement de couleur, se parant d'un noir profond qui traduisait leur douleur et leur panique. La colonne parvint malgré tout à se mettre à l'abri contre les murets antiques qui affleuraient, laissant passer un déluge de sable qui formait des tourbillons de plusieurs mètres de haut. Ingvald se demandait combien de temps tout cela allait durer. Il chercha à se rappeler ce qu'on lui avait enseigné à l'Académie du Trirème concernant les tempêtes de sable, mais il ne lui revint que des histoires sordides qui mentionnaient des caravanes entièrement englouties et des équipages portés disparus à tout jamais. Il préféra se laisser gagner par le sommeil. Autour de lui, les hommes de la colonne prenaient leur mal en patience. Le voyage jusqu'ici avait été éprouvant, et les vadrouilleurs goûtaient un peu de répit. Les plus optimistes se mirent à entonner des chants traditionnels de voyageurs, et Ingvald se laissa bercer par les voix monocordes qui s'élevaient au-dessus de l'immense plaine ensablée. La température chuta rapidement, rendant le sable encore plus dur et inconfortable. La nuit s'étira lentement, en décalage avec le rythme de la tourmente qui défigurait la plaine ensablée. Les guetteurs des hommes du trirème ne revirent pas les cavaliers du calife, comme si ces derniers s'étaient volatilisés. C'est une des caractéristiques maintes fois rapportées par les observateurs. Les guerriers du désert sont redoutables dans leur milieu naturel. Ils peuvent se dissimuler pour frapper l'ennemi par surprise, puis disparaître avant la riposte. Ce sont également des archers émérites qui ne mentent que très rarement leur cible. Partout, dans les terres de l'Alliance, on vante leurs qualités millénaires et leur bravoure. On les dit prêts à se sacrifier pour leur calife, ce qui les distingue de la plupart des autres hommes d'armes des 7 baronnies qui ne servent bien souvent que pour honorer leur contrat d'engagement et mériter leur solde.
Au petit jour, Ingvald reprit les choses en main et organisa le chantier d'enfouissement. Le vent était tombé, mais la tâche à accomplir demeurait fastidieuse et éreintante. Les reptiles furent invités à creuser les alentours des murets décrépits pour disposer d'encore plus de sable que la cargaison emportait. Leurs longues griffes acérées produisaient, en pénétrant le sable, des crissements à décrocher les mâchoires, qui s'envolaient portés par la brise d'automne. Après la première matinée de travail, Ingvald et Enoch estimèrent que le fastidieux chantier leur demanderait environ 3 jours complets. Tous deux firent le vœu secret de ne pas s'être dérangés par des cavaliers du désert pendant la durée de leurs travaux.